Bonjour, je suis Marie Payet, restauratrice au musée de Strasbourg. Là, on vient de voir plusieurs méthodologies d'évaluation de l'état des collections, très impressionnant. Est-ce que éventuellement il y a l'idée de partager l'énorme travail qui a été fait, notamment sous forme de commercialisation de logiciels? Je pense notamment au logiciel de FileMaker Pro pour le Canada. Euh, oui, alors cet outil, au moment où il a été créé, c'était vraiment pour répondre à un besoin précis à ces moments-là. C'était vraiment pour faire ces types d'évaluation dans les conditions dans lesquelles on était à ce moment-là. Mais au fur et à mesure qu'on a finalement eu l'opportunité de l'appliquer, on s'est rendu compte que c'était quand même assez efficace, que ça nous permettait, moi en tant que consultante, d'optimiser tout le temps passé avec les calculs surtout, et de pouvoir vraiment me concentrer sur tout ce qui était vraiment paramètres en conservation préventive et tout ce qui allait avoir vraiment une influence sur la conservation et le stockage de la collection dans une situation future. Donc, pour l'instant, ce qu'on voudrait faire, ou ce qu'on aimerait bien faire, c'est pouvoir avoir un projet pilote où quelqu'un d'autre ou d'autres consultants puissent utiliser la base en dehors de nous, parce que nous, on l'a construit, donc on a vraiment le nez là-dedans, mais de pouvoir le tester par d'autres personnes, qu'ils puissent voir si c'est vraiment ergonomique et qu'ils puissent évidemment voir si c'est vraiment utile pour la façon dans laquelle on a pensé les choses, que ça puisse être appliqué. Et dans un troisième temps, si ces projets pilotes aboutit et après avoir un retour d'expérience de peut-être 1-2 personnes qui vont utiliser la base, ensuite penser éventuellement à une commercialisation ou de mettre à disposition l'outil à des consultants ou pourquoi pas à des institutions. Donc, de toute façon, nous, on va continuer à travailler sur cet outil. Et l'idée, c'est que s'il y a des gens, évidemment, qui puissent être intéressés par ce type de projet, aujourd'hui, puissent venir nous voir, parce que pour nous, ça va être intéressant aussi de voir le besoin que ça peut avoir dans notre milieu et pouvoir rester en contact avec ces gens pour que suite à la phase pilote, à la phase de test par d'autres personnes, on puisse vous communiquer si ce type de base pourrait être mise à disposition ponctuellement pour des études avec une licence ponctuelle, parce qu'on sait qu'on n'a pas ce type de projet tous les jours. Donc sur une forme qui puisse être adaptée aussi aux indépendants et à la forme dans laquelle ce type de projet se présente pour nous. Ouais. Bon, Benedetta Paul, Musée national de la Catalogne. J'avais une question pour ceux qui travaillent pour les demeures royales sur l'évaluation des risques, par exemple, quand vous parlez du feu, vous avez évalué tous les feux, vous avez fait un historique des feux au château de Versailles ou une probabilité dans les demeures historiques pour pouvoir quantifier cette fréquence et impact? Oui, tout à fait. En fait, on sait que c'est le facteur de risque majeur pour les demeures historiques de type château. Pour autant, au château de Versailles, il n'y a pas eu d'incendie. Voilà, donc on a cette grande chance. Donc ça a aussi joué dans le calcul. On sait que depuis l'origine, il n'y a pas eu d'incendie grave déclaré et que depuis maintenant une décennie, on s'équipe de détecteurs incendie, y compris dans les salles les plus précieuses,
Longtemps, les architectes avaient refusé qu'on mette des détecteurs sur les plafonds pour des raisons esthétiques, mais là, ils s'y sont résolus. Donc voilà, ça a joué. Et même dans nos scénarios, on a envisagé un feu localisé, un feu diffus. On a fait la distinction avec un feu qui embrasait tout et un feu peut-être. Donc là, on a cherché très précisément les sources possibles. Donc on a imaginé une prise électrique un petit peu vétuste qu'on a repérée dans une salle, une étincelle aurait pu déclarer un feu à partir du plancher et embraser la boiserie. Bon, on a fait des scénarios comme ça, tout à fait, mais malgré le fait que, enfin, de tout ce que je viens de vous dire, c'est quand même un risque majeur pour nous et ça ressort dans le bilan général. Oui, Sylvie Grange. Formidable, toute cette mise en équation. J'aimerais savoir, ça concerne mes questions concernent les 2 dernières communications. Comment vous intégrez 2 choses en tronc commun? Comment est-ce que vous arrivez à mettre en paramètre, a fortiori si vous voulez tendre à une objectivité, toute la dimension de choix patrimoniaux à exercer, y compris par rapport à des logiques d'intervention? Il y a une vraie incidence, non seulement scientifique et culturelle, mais aussi opérationnelle. Donc, comment est-ce que vous intégrez ça et à quel moment? Et si vous l'intégrez à la fin, c'est un peu dommage parce qu'il y a peut-être des choses qu'il aurait fallu évaluer avant, hiérarchiser avant. Et la deuxième question, surtout par rapport à la présentation mais elle vaut aussi pour la synthèse qu'il y a à faire entre 2 musées dont on sait très bien qu'ils n'ont pas du tout la même logique actuellement et qu'il faut inventer en quelque sorte un nouveau musée entre McCord et Stewart. Et deuxième question, comment pour le Canada, c'est très beau virtuellement, mais comment vous intégrez là des notions de temporalité, à partir de quand est défini le futur musée, pas forcément au moment où il y aurait besoin de remplir les cases. Stratégiquement, on sait très bien qu'on peut réfléchir à un absolu, mais qu'on est aussi obligé de gérer des contraintes. Donc c'est très convaincant, mais je ne sais pas si ça appréhende tout ce qu'il faut prendre en compte pour véritablement ensuite agir de manière vraiment globale et pas en se plaçant seulement du point de vue de la conservation matérielle, mais du message scientifique et culturel. Merci. Alors, merci Sylvie pour ta question. Moi, je vais répondre dans un premier temps pour le musée du Louvre et je laisserai Ayoko répondre pour le CMN. En fait, lorsque les intervenants, les conservateurs-restaurateurs qui sont sur le suivi de l'état de conservation en salle rendent leurs fiches, on se retrouve en fait avec des listings qui sont triés par priorité d'intervention. Et ces listings seront remis aux conservateurs. Et là, eux, ils viennent... Nous, on a parlé justement de priorité matérielle, de conservation justement matérielle des œuvres. Et eux, ils viennent rajouter un filtre qui est l'intérêt patrimonial, la valeur. Et ça se fait dans ce sens-là. Voilà. Dans le cas de Castelnau, le chargé de collection a un projet de révision du parcours de visite. Donc, la priorité va tenir compte également des objets qu'il veut présenter et de ceux qu'il veut ôter du parcours de visite. Voilà, c'est un dialogue permanent, voilà, entre nous qui nous occupons de la matière et des historiens qui font le parcours de visite. Voilà. Donc, dans le cas de McCord et Stewart, alors ces 2 collections en fait d'art canadien, d'histoire d'art canadien, donc qui décident de fusionner. Donc,
ils ont vraiment toute une série des réserves et des collections vraiment très, très différentes. Et quand ils décident donc de commencer les plans fonctionnels et techniques, ils avaient fait des estimations des surfaces, chacun de leur côté. Donc les deux musées séparés. Mais ils avaient peu de notion vraiment de la réalité de ce qui allait se passer avec la fusion des deux collections. Donc c'est des musées qui ont une très bonne connaissance de l'état de conservation de leur collection. Donc quand j'avais proposé le projet, évidemment, j'avais intégré la partie état sanitaire. Et tout de suite, ils m'ont dit, c'est une partie qu'on connaît très bien. Partie du devis a été d'identifier les zones où eux, ils stockaient les objets vraiment déjà plus fragiles. Il y avait déjà une identification des objets les plus fragiles à déménager et ceux qui étaient en bon état. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a eu pas cette partie d'évaluation de l'état sanitaire, mais qui peut être très bien intégrée dans la base des données et ensuite obtenir des statistiques également. Ce n'est pas des données sur lesquelles on va faire des calculs. Et alors, évidemment, j'arrive dans ce projet dans une phase préliminaire, et c'est un projet qui va s'étaler sur 5-6 ans, comme tout gros projet de chantier de collection d'un grand musée. Donc, évidemment, le gros avantage qu'on voit dans cet outil, c'est que en tant que conservateur et préventeur, on doit donner des chiffres au départ d'un projet parce qu'ils doivent partir sur des chiffres concrets pour la construction d'un bâtiment. Mais évidemment, au fur et à mesure que le projet avance, ces chiffres vont probablement évoluer. Le budget évolue, le budget, ça ne sera jamais le même qu'au départ. Bon, il y a énormément de variables qui varient tout le long de ce projet-là. Mais l'avantage de cet outil, c'est que nous, on va pouvoir revenir à tout moment sur nos chiffres. Et ça, c'est quelque chose qu'avec les outils qu'on utilisait auparavant, c'était très difficile à se mettre vraiment à nouveau sur les calculs, sur les chiffres, parce que je pense qu'on a tous vécu le fait d'avoir un tableau Excel et de revenir sur les formules qu'on avait utilisées pour une étude et essayer de comprendre ce que nous-mêmes on avait fait, et c'est compliqué. Donc, l'avantage de là, c'est qu'on peut jouer toujours sur les coefficients de surface, des déplacements, sur les prix également, sur tout ce qui est budget, parce que nous, on intègre également les prix de tout ce qui est mobilier, et par exemple aux boîtes. Mais ça évidemment, dans le temps, ça évolue, et on peut toujours changer et relancer nos calculs et très rapidement obtenir le portrait à jour en fonction de l'étape du projet dans lequel on est. Donc, c'est vrai que dans mon expérience, on est dans la phase du début. Grâce à cette étude-là, eux, ils ont eu une vision vraiment complète des deux collections fusionnées. Donc, c'est-à-dire que mes résultats, des fois, ils étaient de surface. Il y a eu des cas où ils avaient surestimé 2-3 fois plus la surface nécessaire parce qu'ils avaient peur de ne pas avoir de place. Et pour une collection qui était extrêmement grande, c'est la collection d'art décoratif, ils avaient sous-estimé 5 fois moins la surface nécessaire dont ils avaient besoin. Pourquoi ? Parce que il n'y avait pas la vision d'ensemble. Chacun travaillait évidemment séparément, et ça a permis de vraiment montrer que voilà, il y avait tout un travail à faire en des connaissances des deux collections. Donc après, ça s'intègre avec le projet, la fusion des deux bases de données qu'utilisait chacun. Bon, c'est des projets assez longs. Mais l'avantage, c'est que voilà, on pourra revenir à tout moment dans n'importe quelle phase très rapidement pour s'adapter
à leurs besoins en tout moment. On a une dernière question de la part de Gaël. Gaël de Guichin, un commentaire et une question. Le commentaire, bravo, c'est impressionnant tout ce que vous avez fait, chacun dans votre domaine, chacune et chacun dans votre domaine. C'est très impressionnant comment tout ça avance et que tout ça, on connaît mieux la situation, c'est mieux chiffré, donc on peut mieux prendre des décisions. Vraiment, c'est impressionnant. Ça, je dirais pas ça part de tous les côtés, mais enfin, dans un certain sens, oui, ça part de tous les côtés. Une question à l'équipe de Versailles. Un des chiffres que vous donnez, c'est la valeur, perte de valeur. Qu'est-ce qu'il y a de scientifique là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de reproductible là-dedans? Moi, excusez-moi, si on me demande perte de la valeur en 10 ans, je dirais je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, comment vous le savez, cette perte de valeur? Comment vous l'évaluez? Justement, en fait, l'exercice de l'échelle des valeurs, c'est un exercice vraiment difficile. Et même au niveau d'évaluation de la perte des valeurs, évidemment, la méthode de Stéphane Michalski nous aide relativement. Donc, il se base sur les critères qui sont utilisés aussi par l'English Heritage et eux-mêmes, effectivement, dans leur méthode de l'utilisent. Donc, la valeur de l'objet en tant que témoignage de l'activité humaine, la valeur esthétique, la valeur historique, la valeur même financière, évidemment. Donc un exercice qui effectivement les institutions sont de plus en plus poussées à faire pour des questions d'assurance, etc. Donc, mais c'est sûr que c'est vraiment peut-être la partie de l'exercice de nos tests, une des parties qui nous a vraiment pris beaucoup de temps. Et c'est sûr que chaque institution, franchement, ça sert vraiment pas possible d'uniformer. Chaque institution aura son échelle des valeurs. C'est pas forcément reproductible. Ça, c'est sûr que malheureusement, j'ai peur qu'on a dû vraiment faire les constats que si on pense à quelque chose de reproductible, de flexible entre différentes institutions, l'échelle des valeurs, ça doit varier par rapport à, pour nos collègues polonaises, par exemple, le fait que l'objet soit plus ou moins restauré, ça impacte sur la valeur. Nous, on n'a pas forcément, à Versailles, on n'a pas forcément réfléchi dans ce sens-là. On a plutôt réfléchi dans le sens des copies modernes, etc. Mais c'est sûr qu'on est d'accord, Gaël, c'est très grave, parce que tout est basé là-dessus. C'est un des chiffres qui peut changer de 1 à 10, et donc de changer de 1 à 10 dans votre résultat. Et chacun donne une valeur. D'abord, vous dites changement de valeur, il faut d'abord définir la valeur initiale. Quelle valeur? Il y a 10, vous l'avez dit, il y a 10 valeurs initiales. Et après ça, comment voir que cette valeur a changé? Eh bien, je vous dis, moi, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre dans cette méthode ce chiffre qui est proposé, qui me semble être quelque chose qui semble scientifique et qui, pour moi, ne l'est pas. Et donc, toute la méthode est affaiblie par ce point très précis. Voilà. Merci.